2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF en ce vendredi. Nous sommes le 27 octobre, ravi de vous retrouver jusque 18h avec pour nous accompagner d'ici quelques minutes Tarek Mami et Mourad Goual comme tous les mercredis. Ils sont vendredi, ils seront avec nous sur France Maghreb 2. Bien sûr, je vous propose tout de suite sans perdre une seconde de découvrir le sommaire de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le torchon brûle encore entre Alger et Rabat. Un ministre algérien accuse le Maroc de blanchir l'argent du hashish via ses sociétés en Afrique. France, une statue surplombée d'une croix n'a plus sa place dans la commune de Peurmel dans le Morbihan qui a 6 mois pour retirer le signe religieux. Le Conseil d'État a tranché. Algérie, le tapis de la grande mosquée d'Alger rongé par les rats. Un magnifique tapis importé d'Iran. La question LGF du jour. Après les défaites du parti aux dernières élections, le plan social du Parti Socialiste devrait concerner 67 postes sur 97. Le Parti Socialiste a-t-il encore sa place dans le paysage politique français selon vous? Vous répondez à cette question sur le Twitter LGF officiel ou sur la page Facebook France Maghreb 2. Et enfin, Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Le grand forum avec évidemment Ziad et Bouna. On pouvait pas passer évidemment à côté de cette belle chanson de tous ces rappeurs qui se sont réunis pour leur rendre hommage. C'était donc le 27 octobre 2005. Ziad et Bouna, pour échapper à un contrôle de police, se sont retrouvés dans un transformateur électrique et 2 sur 3 sont morts. Ziad et Bouna, âgés seulement de 15 et 17 ans. Et évidemment après ça avait découlé sur des émeutes en banlieue. Et 10 ans après, toujours aucune inquiétude pour les policiers en question. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mourad. Juste ce qu'il y a eu plusieurs procès. La procédure est plus ou moins terminée. Je ne sais pas si elle est toujours en cours de cassation, un truc comme ça. Mais les policiers ont été relaxés en première instance et en cours d'appel. Donc la procédure juridique judiciaire est toujours en cours. Et depuis, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de jeunes qui se sont pris en main pour se défendre contre la violence policière. Mourad Goual, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Tarek, bonjour chers auditeurs de n'importe quelle ville où vous vous trouvez en France et surtout si vous et surtout sur les nôtres et surtout celle de Marseille. Voilà. Et moi cette affaire me rappelle un règlement de compte qui avait eu lieu entre Dominique de Villepin qui était Premier ministre à l'époque et Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur et qui avait à tout prix tout fait pour qu'on envoie la police dans les cités et c'était la clairvoyance de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à l'époque qui avait permis que le sang ne coule pas parce que je pense que on aurait été plus loin qu'une guerre civile limitée à ces quartiers. Alors moi ça me rappelle, moi que je suis un peu plus âgé que vous, mais à chacun ses qualités et ses défauts. Pas le dire. Voilà, ses qualités et ses défauts. Ça me rappelle la première révolte des jeunes de banlieue dans les années 79-80 à Villeurbanne du côté de Lyon. Et c'est là où j'ai commencé à... Les prémices de la marche pour l'égalité. Tout à fait. Et c'est là où j'ai commencé mon métier de journaliste sur le terrain. Et quand j'ai été la première fois, tout le monde m'explique que ça sert à rien d'aller à Villeurbanne parce que je peux pas y entrer, ni moi ni personne. Oh, c'est faux. Ah oui, j'y étais. Et qu'il fallait entrer avec quelqu'un, j'allais dire, de local, j'y étais. Et c'est avec un groupe de jeunes locaux que j'ai été faire mon premier papier. Parce qu'il y avait une espèce de méfiance de tous ceux qui viennent. Ils pouvaient être flics déguisés, surtout s'ils parlent arabe, surtout s'ils parlent truc. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'est qu'à l'époque, on appelait le banlieue, ce qu'aujourd'hui on appelle les cités ou les zones... il y a plein de mots. Mais territoire de non-droit. Voilà. Non, ça, je refuse. Ça, j'utilise. C'est une appellation. Oui. C'est leur appellation. Alors, mon cher Mourad, puisque je te tiens, on va parler de Marseille tout à l'heure avec un conflit des poubelles à Marseille, qui n'en est pas à son premier, c'est pas la première fois. Non, qui vient de se terminer, qui va encore coûter très très cher aux Marseillais, mais en tout cas qui coûte très cher déjà parce que l'image de Marseille en a encore pris pour son grade, quoi. Alors le plus beau à Marseille, c'est que quand vous avez ça, vous avez monsieur le maire qui, pour avoir une espèce, comme on appelle ça, la paix sociale, laisse autoriser ce que Mourad va nous expliquer et qu'on appelle à Marseille la partie finie. Le fini parti. Et que en plus quand des citoyens saisissent le tribunal, en tout cas le tribunal de Marseille de première instance administrative, vous avez une superbe décision de justice. On est retoqué. Non, mais que vous dit
que cela fait partie des traditions marseillaises et de l'usage, et que donc on n'y touche pas. Et il a fallu monter donc un peu plus haut pour que le tribunal dise il n'y a pas d'usage, les gens sont payés 39 heures, il faut qu'ils travaillent 39 heures, et puis un boulot c'est un boulot. Mais là on aura oui, on sera avec qui alors Jean-Yves Sayeg, qui est un youtubeur marseillais qui a pris à bras le corps ce problème de la propreté à Marseille. Ouais. Donc on l'aura avec nous en direct à 17h, et puis vous verrez que toutes les questions que nos auditeurs peuvent se poser sur ce qui se passe à Marseille avec les ordures, il vous apportera des réponses. Et il y a un autre problème à Marseille, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des bâtiments apparemment qui sont impactés par la légionellose. Alors c'est une vieille affaire qui concerne la cité d'Herbel dans le 11e. Oui. Et il y a eu un décès. Il y a eu un décès. Et l'une des parents du défunt n'est toujours pas arrivée à avoir gain de cause de la part du bailleur qui habite à Marseille-Provence, qui est le principal bailleur de Marseille. Et le bailleur a reconnu, hein. Oui, non, mais tout le monde reconnaît, parce qu'il y a des traitements. Et aujourd'hui, il y a des traitements curatifs sur le réseau qui fait que l'eau potable du robinet a un très fort goût de javel et de produits aseptisants. Bon, apparemment, c'est pas nocif, mais c'est pas agréable au goût. C'est clair. Et puis, on posera donc à ce monsieur tout à l'heure une question qui me tient à cœur. Ah, ben, il t'écoute, je pense qu'il va préparer la réponse. Puisque la sardine a bien fini par boucher le port de Marseille. C'était la sardine, c'était pas la sardine. Voilà, elle a bien bouché le port de Marseille il y a 10 jours. Et la semaine dernière, c'était une baleine. Une baleine qui s'est échouée dans le port de Marseille, absolument. De 15 mètres. Avant de parler de la Catalogne, je vous rappelle la question du jour. Vous savez qu'il y a un plan social qui est en marche, pour le coup, au Parti Socialiste, avec 67 postes supprimés sur 97. Ouais. La question un petit peu provocatrice, je vous l'accorde. Est-ce que le Parti Socialiste a-t-il encore sa place dans le paysage politique français? C'est la question qu'on vous pose, à laquelle vous pouvez répondre évidemment sur le Twitter LGF officiel et sur la page Facebook. Tiens, je vous lis 2 petits commentaires comme ça. Scarlett qui nous dit le PS égale Parti sioniste, et puis un autre commentaire, c'est Samy qui nous dit non, le parti a changé de nom, il s'appelle En Marche, et tout le monde le sait. Voilà, ça c'est pour les commentaires sur la page Facebook. N'hésitez pas évidemment à continuer de la commenter, cette question. Bien sûr, je ne résiste pas à te la poser, Mourad. Est-ce que le Parti Socialiste a encore sa place? Mais il n'était pas déjà plus là, on va dire? Bah, je sais pas, je te pose la question. Non, il n'a plus sa place. Il n'a plus sa place. En plus, je vois des vidéos de Benoît. D'ailleurs, sur Twitter, c'est un 100% de non. Hein. Non, 100% non. Hein. Oui, et puis Benoît Hamon qui commence à faire des commentaires sur la politique gouvernementale. Mais putain, mais qui se taise? Il a pas compris. 6%, on n'en veut plus d'Hamon. Qui se taise? Lui et les autres, d'ailleurs. Ouais, attends, on s'occupera de DLR tout à l'heure. Là aussi, c'est faut pas dire. Oui. Alors, sauf que c'est une position d'un homme de politique de droite. Hein. Moi, je suis de droite, je suis pas républicain. Oui. Alors justement, moi, je te poserai la question. Est-ce que tu arrives à te retrouver chez les Républicains avec ce qui est en train de se passer, Laurent Wauquiez, avec Monsieur Wauquiez qui est en train de franchir un virage plus qu'à l'extrême droite? Il fait passer Marine Le Pen pour plus sympathique maintenant que les LR. Ça va vous poser problème, hein, vous les sympathisants des LR. Hein. Ben, on votera pas. Bon, alors, on va parler évidemment de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était pas prévu au programme, mais ça vient d'arriver. C'est la Catalogne donc qui a voté son indépendance. Alors, c'est à la fois un drame et un moment de joie. C'est un drame parce que quand on commence à rentrer dans ces esprits séparatistes, on voit à peu près où ça commence, mais on ne peut pas voir où ça se termine. Aujourd'hui, le principe de la démocratie est que les citoyens vivent ensemble au-delà de leur religion, au-delà de leur langue, au-delà de leur culture, parce qu'ils cherchent quelque chose qui les réunit. Ça peut être la nation au sens large, ça peut être la République, et en tout cas, c'est une espèce de fédération géographique qui permet à des peuples de vivre ensemble. Mais c'est aussi un moment de joie, parce que quand vous voyez la réaction d'un peuple suite à une agonie, parce que cette histoire dure depuis plus de 3 mois, dans une crise saignante permanente. Bien plus, Tarek. Non, mais je parle des dates. À l'élection des régions. De 2015. Oui. Mais depuis 3 mois, depuis septembre 2017, elle commence. Et quand vous voyez le bonheur de quelques-uns, on ne sait pas si tout le monde est sur la même ligne ou pas, vous vous posez la question, qui en définitive a la légitimité? La loi, la République ou le peuple qui doit s'autodéterminer? Et ça m'amène très vite, et j'en terminerai là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le peuple palestinien, sous occupation depuis 1948 pour une partie et depuis 1967 pour une autre partie, de déclarer unilatéralement son indépendance, de manière à envoyer ce message à l'international que nous sommes indépendants et que l'armée israélienne, quand elle rentre, elle est au-delà
de ce qu'elle fait en tant qu'armée d'occupation et de sionisme, elle est dans un franchissement d'une règle internationale qui est la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes. Oui, sauf que c'est pas franchement la même chose. Puis c'est pas la même constitution. Ce n'est jamais la même chose, mais quand un peuple décide de prendre à bras le corps et n'attend pas, je veux dire, vous avez, et là je quitte un petit peu, mais je vais revenir sur les faits pour nos amis espagnols en général. Quand vous avez un boxeur de 25 kilos avec le bras droit attaché dans le dos en face d'un boxeur de 150 kilos, vous pouvez invoquer ce que vous voulez, mais celui qui a 25 kilos avec un bras au moins a le droit d'utiliser tous les moyens légaux et quelquefois même illégaux, comme ça arrive dans beaucoup de pays du monde, pour obtenir son indépendance. Donc cet argument, c'est pas la même chose, c'est pas la même constitution. Aucun peuple occupé ne peut accepter d'être occupé. Mais là, le peuple catalan n'est pas occupé, Tarek. Hein? Le peuple catalan n'est pas occupé. Non, mais cher Christophe, vous n'écoutez pas toutes les phrases. Si, j'écoute. Je vous ai dit, je me déplace pour aller parler des Palestiniens. Ouais. Voilà. Mais ça pose cette indépendance aujourd'hui de la Catalogne, oui. Ça pose oui, tout à fait. un problème bien plus lourd qui est le Pays Basque. Tout à fait. Les Basques ont déposé les armes en début d'année. Non, mais les Basques ont aujourd'hui plus d'autonomie et d'indépendance que les Catalans. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Oui, non, mais ils ont plus d'autonomie que le Catalan. Et le Catalan, quand ils ont commencé à demander, on leur a dit non, ça vous concerne pas. Oui, mais justement, aujourd'hui, les petits énervés qui restent, tous les petits fous furieux qui restent dans les mouvements de l'ETA et qui demandent à reprendre les armes vont trouver la légitimité dans cette scission. Oui. Oui. De repartir à la guerre et puis de dire voilà, ben, si les Catalans sont indépendants, il faut que nous on le soit. Et ça risque de donner des idées aux autres aussi, hein, quelques-uns. Alors non, après ça dépend des pays et des cultures, parce que vous avez l'Angleterre, vous avez, excusez-moi, l'Italie qui la semaine dernière a pris un autre biais et qui a fait un référendum pour plus d'autonomie à Venise et dans une autre région, et il y a eu plus de 80% de participation et 97% de oui. Donc la Vénétie, l'ancienne Vénétie, va avoir beaucoup d'autonomie. Donc tout est un rapport de culture entre le centre et les périphéries, disait Max Weber en sociologie. Bon, on va suivre ça de près parce que c'est loin d'être terminé cette partie. Hein. Non, ça a quand même un impact sur l'Union européenne aussi. Je crois qu'il faut aller vraiment plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui comme information. Ça va déstabiliser l'Union européenne parce que l'Espagne, qui était hier un wagon de l'Union européenne, en est aujourd'hui une locomotive. Elle a une croissance qui est quand même plus importante que celle de la France. Et le blocage que va représenter l'indépendance, en tout cas l'indépendance autoproclamée de la Catalogne par les Catalans eux-mêmes, va bloquer les investissements, beaucoup de choses venant de l'Europe. Et c'est pas anodin comme décision. Oui, mais l'autre chose aussi, c'est que en fait, les Catalans, comme tous les peuples, ont une mémoire, et que déjà les Catalans avaient, annoncé la naissance d'une république dans les années 1930, qui a été écrasée comme tout le reste de l'Espagne par Franco, qui a duré jusqu'à 75. Après, ils ont obtenu des choses. Et vous avez, il y a des gens qui aujourd'hui, ici, comme d'ailleurs dans d'autres pays, je ne citerai pas un pays auquel ma vision m'amène tout de suite, où la notion monarchie leur sort de la tête. Et voudraient vivre plutôt dans un mauvais système républicain que dans une monarchie, parce qu'après tout, si vous, Mourad, demain vous êtes roi, c'est quoi l'explication normale humaine que votre fils devienne roi? Qu'est-ce qu'il a fait avant de naître? Et donc c'est cette logique-là. Il y a des démocraties et des républiques qui ne sont pas des systèmes royaux et qui ont pourtant des élections qui sont par hérédité. Ça légitime. Bon. En tout cas, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les uns ont proclamé dans la fierté leur indépendance. Les autres, par la Constitution, par la loi, vont leur dire vous avez tort. Et ce qui est dramatique dans la situation de la Catalogne, c'est qu'aujourd'hui, ni le chef de la Catalogne, ni le chef de l'Espagne, pour faire simple, le Premier ministre de l'un et le président de l'autre, n'ont pu trouver un moyen pour parler non pas dans l'émotion, mais dans la raison, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer le chemin ensemble. Chacun s'arc-boutant sur la partie plutôt d'émotion,
que sur la partie de la raison. La solution, ils vont la trouver peut-être pas dans les jours qui viennent, mais vous allez voir que dans les prochaines semaines. Alors, je m'avance, ça n'engage que moi ce que je dis, ça n'engage pas la radio, ça n'engage pas mes collègues qui sont autour de cette table, mais je serais pas surpris qu'un petit attentat revendiqué par Daesh appelle à l'union nationale, à la solidarité, et qu'on ne parle plus de sécessionnisme, et que tout rentre dans l'ordre, comme ça se passe très souvent quand une situation va mal. Comme par hasard, il y a un attentat qui vient apaiser les choses. Oui, donc on prend date, et si nos auditeurs s'en rappelleront, qui viennent à l'antenne nous dire ce jour-là, vous l'aviez dit. Ah bah donc on l'avait dit. Voilà, non mais on va me dire vous l'avez commandé parce que quand il y avait Tarek, dès que ça va mal dans un pays, il y a un attentat. Oui, je sais, mais justement parce qu'on avait notre ami Ibrahim Hasmaï Al-Ahmou qui était tout le temps ici à Paris. Alors, il partait systématiquement au Mali, tout le monde le sait, pendant les vacances scolaires. Et plus d'une fois, le jour où il débarque, le lendemain, il y a un attentat. Alors, j'ai lui envoyé le texto, j'ai dit, écris au RG, dès que t'es pour rien, que t'avais annoncé à tout le monde que de toutes les façons, en vacances scolaires, c'est le Mali. Bon, à la question suivante. Les entreprises marocaines blanchissent-elles l'argent du shit sur le continent africain? C'est en tout cas l'avis du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, qui a porté cette accusation provoquant un début de crise diplomatique qui n'est pas la première d'ailleurs entre le Maroc et l'Algérie. Les banques et les entreprises, il a dit. Oui, bien sûr. Et la Royal Air Maroc. Et la Royal Air Maroc qui transporterait pas que des voyageurs, selon lui. Alors moi qui suis algérien, je vais vous dire quelque chose, je suis choqué par ces propos et il y en a marre que les trois pays frères du Maghreb n'arrivent pas à s'entendre, qu'on n'arrive pas à passer ces complexes de supériorité de savoir qui est plus fort que l'autre. Moi je suis marocain, je suis tunisien, je suis libyen, je suis algérien, je suis peut-être même malien, nigérien, mauritanien aussi un peu. Voilà, et j'en ai marre de ces frontières politiques qui nous embrouillent, qui nous ennuient. C'est pas normal qu'on ferme les frontières humaines entre le Maroc et l'Algérie et qu'on laisse passer des voitures. Ça c'est grave. C'est grave. Qu'on fabrique des voitures au Maroc et qu'on les vende en Algérie, là la frontière elle est ouverte. Mais quand des gens qui habitent à Marnia ont des parents à Oujda et qu'ils se voient à travers un WED séparés par des postes de frontières, à un moment donné je crois qu'il faut dire les choses. Et il faut avoir honte des dirigeants qu'on a aussi bien du côté algérien que du côté marocain. Et ce ministre qui a parlé, qu'il se taise à tout jamais. Le ministre des Affaires étrangères quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà, mais vous savez qu'on n'a rien à dire, des fois soit on fait comme les ânes. Et à l'ONU ils se sont empoignés encore entre Marocains et Algériens. C'est une honte. C'est une honte. Et après on s'étonne que sur les réseaux sociaux, les jeunes de 15 ans qui ne savent rien de leur histoire s'insultent à cause d'un drapeau. Oui, bah alors ça c'est des fakes. Voilà. Là c'est pas un fake, c'est non mais il y a des gens qui ouvrent des comptes. Vous savez que la méthode elle avait été avouée. Oui, du Mossad bien sûr. De la LDJ par exemple, qui ouvrait des comptes sur Facebook, etc. Ils jouaient sur cette. Non vous inquiétez pas, quand c'est le Premier ministre, comme c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est pas un fake et c'est pas le Mossad et c'est pas personne, c'est lui. C'est lui. Pour le coup. Il y a ce titre, à ce grade et à ce niveau. Il doit être limogé. Non seulement limogé, mais lui-même. Sur le champ. Il devrait casser tous les miroirs qu'il rencontre dans sa vie, parce qu'il devrait avoir honte. Qu'on le prenne d'un côté religieux, comme beaucoup l'aiment aujourd'hui dans cette communauté, il est interdit d'insulter son frère musulman. Qu'on le prend d'un côté, j'allais dire maghrébin, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, à plusieurs moments de l'histoire, se sont battus ensemble pour la liberté commune. La dernière chose, pour la jeunesse, pour l'avenir, pour faire un point de PIB supplémentaire, pour les trois pays, dans un marché interne, c'est-à-dire que il ne peut avoir aucun motif légitime. C'est comme si c'est lui qui, côté wahhabite, nous fait une fatwa qui ne tient pas la route. Donc ce monsieur, il ne devrait pas attendre d'être limogé par le président Bouteflika ou par le Premier ministre. Il devrait démissionner de lui-même et aller au fin de désert pour peut-être commencer à réfléchir à ces bêtises, parce qu'il pense, et c'est là le drame de la classe politique algérienne aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent rendre service à l'Algérie, rendre service au président, et en fait il ne faut que couler leur président et leur pays. Vos appels au 01 40 33 9 si vous souhaitez évidemment évoquer cette affaire. Apparemment des bruits courts dans la presse algérienne comme quoi Ouihaya pourrait encore payer les frais de cette affaire et au-delà, parce qu'il commence un petit peu à gêner par ses prises de fonction et pourrait être limogé. Vous voyez que poste de Premier ministre en Algérie ça dure pas longtemps en ce moment. Il y a un ministre qui a duré quelques heures, le pauvre. Non, il y en a un qui a été nommé à 10 heures. La journée, à la place le dernier, l'avant-dernier en fait. Non, je parle pas de Premier ministre, je parle d'un ministre du tourisme qui a été nommé à 10h du matin, destitué à 18h, et 3 mois après, nommé à 10h,
Radi à 10h, Radi à 10h05. Alors nos auditeurs vont dire qu'on fait de l'Algérie. Non, c'est pas, moi, ils connaissent. J'ai ce pays dans mes tripes, qu'ils le sachent. Mais voilà, on peut aller si plus on loin. n'aimait pas ce pays, on critique ce qu'on aime, Mourad. Voilà. Bien connu. Et quand on voit que déjà on ignore ce qu'on n'aime pas. Voilà, et quand on voit que déjà les classiques du FLN préparent le 5e mandat de Bouteflika, qui, je le rappelle, est impotent. Il est malade. À un moment donné, le peuple algérien, il est où? Réveillez-vous. Sinon, pourquoi on a fait cette révolution? Réveillez-vous. Kamel est avec nous. Bonsoir, Kamel. Oui, bonsoir à vous tous. Et moi, je savoure une fois de plus vos paroles. Il faut peut-être s'empresser d'en rire, de crainte de devoir en pleurer. Mais là, je vous rejoins et je voulais simplement, très rapidement, vous dire que c'est véritablement une médiocrité, c'est pitoyable comme position, en tant qu'Algérien, en tant que Kabyle, etc. Pour une Algérie une et indivisible, je porte ma plus grande désapprobation par rapport à cette sortie de ce ministre. Je vous rejoins quand vous dites qu'il faut destituer des gens pareils. C'est une honte pour cette Algérie, c'est une honte pour le peuple algérien. Ces gens-là sont d'une médiocrité sans nom. Je veux le dire haut et fort, et j'aimerais que si les responsables entendent les propos que je tiens, j'aimerais qu'ils viennent et qu'ils réagissent, qu'ils aient ce courage, parce qu'aujourd'hui, c'est ce manque de courage auprès de ces politiques, et je crois que le peuple algérien mérite beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. Il faut arrêter tout ça, et je veux saluer le peuple marocain, tunisien, libyen, je veux les saluer et leur dire que nous autres Algériens, bien nous serons toujours à leur côté, et qu'ils sachent que les Algériens, le peuple algérien, ne cautionne pas ces propos. Merci Kamel de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Voilà qui est dit. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une ONG là, pas des moindres d'ailleurs, je crois que c'est Human Rights Watch qui appelle l'Algérie à mieux traiter les migrants. Vous savez que dans le sud algérien, il y a des ressortissants, je crois, du Niger, Nigériens, qui sont traités de manière, comment dirais-je, affreuse. Et donc les ONG qui... Ce qui est extraordinaire dans cette situation, je vous en remercie Christophe de l'évoquer, c'est qu'il y a eu une circulaire d'un ministère qui interdisait aux chauffeurs de bus et de taxis. C'était une région, c'est pas un ministère. Non, mais c'était calqué sur c'est une circulaire. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est certainement pas la circulaire, qu'elle soit nationale ou régionale. Elle a pas été mise. Non, elle a été mise. C'est la réaction de la population algérienne. Les taxis, les chauffeurs de bus ont refusé de l'appliquer. Voilà, c'est le peuple. Voilà, c'est ça, c'est le peuple. Non, mais c'est le peuple qui dit, qu'est-ce que ce truc que vous nous faites? Vous vivez dans des palais ou dans des ministères et vous nous demandez de faire ce que nous ne pouvons pas faire, ni pour des raisons, encore une fois, religieuses, culturelles, ni humaines. Et c'est ça l'Algérie que nous aimons tous, celle du peuple qui refuse des espèces de dictates qui sont pris pour des raisons politicienne et même pas politique. Bon, on referme ce chapitre, évidemment. Donc déclaration honteuse. On attend toujours la démission de Abdelkader Messael, ou plutôt le renvoi. Ça tarde peut-être la démission. S'il avait un minimum d'honneur. Ça fait quand même une semaine, quand même. Ça tarde un peu, quand même. Oui, mais depuis la fermeture. Vous imaginez, vous, un ministre des Affaires étrangères français qui parle, je sais pas, des Allemands de la sorte, il serait limogé sur le champ. L'affaire Neka, ça fait 3 semaines et elle a pas été suivie des faits. Et tu sais, l'Algérie, ils sont très forts pour noyer une information, pour détourner l'attention des uns et des autres. Et va savoir peut-être même que les propos de ce monsieur ne sont pas si maladroits que ça, et peut-être qu'ils étaient... Tu veux dire qu'ils sont cautionnés? Non, commandés. Commandés? Peut-être commandés, pas commandés. Parce que, comme dit l'autre, quand on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Du reste, voilà, parce que le peuple est en train de gronder en Algérie, ça se passe très mal. Sur un futur mandat éventuel. Et même, aujourd'hui, il y a Sid Ahmed Rosali, l'ancien premier ministre, a dit quelque chose de pertinent. Il a dit, on est en train de revivre les 17 années qui ont précédé la décennie noire. C'est-à-dire que l'Algérie est à l'aube d'une nouvelle révolution, mais qui cette fois-ci ne sera pas dirigée et organisée par les musulmans, elle sera dirigée... Non, pas par les musulmans, mon ami. Par le fils, pardon, par le fils. Ou en tout cas par l'islam politique. Voilà. Et cette nouvelle révolution on a les prémices, on la sent, elle sera organisée, elle sera dirigée par le peuple. Et là, ça va faire mal. Merci Mourad. Dans un instant, on va, après le zapping, filer à Marseille pour parler du conflit des poubelles. C'est pas la première, évidemment. Bon, même si ça semble un peu réglé. Heureusement d'ailleurs, eh bien on parlera de ce conflit avec un youtubeur. Oui, on essaiera de comprendre en tout cas le fin fond de l'histoire. On parlera de cette nouvelle croix là qui fait débat du côté du Morbihan. Et puis là, on retournera à Alger tout à l'heure pour parler du super tapis de prière, sauf que ce tapis est rongé par les rats et personne se risque à dire quand est-ce que cette fameuse grande mosquée d'Alger sera terminée, puisque personne ne le sait. À tout de suite. Alors il s'agit
LGF, le grand forum avec Tarek Mami, avec Morad Goual sur France Période 2, comme d'ailleurs tous les vendredis désormais. Ça va presque. Ça va Morad, on s'est bien remis du match? Oh, il était magnifique. C'est Jean-Marc qui était pas bien. Alors, on a eu quelques soucis techniques pour la rediffusion. Ouais. S'en excuse auprès des auditeurs. La prochaine Jean- fois, on prendra Jean-Marc, des. il était dans un état d'asphyxie, il est intellectuel. On lui a fait un Christophe aussi, hein. Non, pas du Mais tout. chez lui, Non, à la non. maison. Hein. Notre Non, ami moi, Jean-Marc, on lui a fait un bouche à bouche. Non, mais pas du tout. En fait, il fallait reconnaître que Marseille a été, a produit pour une fois, j'allais dire, a fait un bon match de foot. Alors moi j'ai fait l'analyse inverse, c'est pour moi le PSG qui a pas joué son match. C'est clair, aussi. Je pense que aussi. c'est plutôt ça. Non, mais les deux s'accordent, hein, cher Morad. Après Cavani c'est un très grand joueur et pour moi c'est le plus grand Exact. joueur du Mais il y PSG. a un gros conflit au PSG en ce moment entre justement ces fameux Brésiliens et ces fameux grosses têtes maintenant que sont Mbappé, que sont Neymar. Qui a fait d'ailleurs Mbappé, un il est très quoi mauvais il est français. Non, mais il est copain avec Neymar. Ah. Et du côté donc les Brésiliens et les Argentins et donc Cavani au milieu qui se retrouve très isolé et pourtant qui lui a marqué le but libérateur, j'ai envie de dire Et pour Paris. Cavani a fait ses preuves parce que quand il était numéro 2 à l'époque de Ibrahimovic, il n'a pas fait de remue, il s'est entraîné. En tout cas, ça va vous coûter cher, hein, un stade vélo. Enfin, à Marseille, les petits trucs balancés sur Neymar, etc. On a l'habitude. Ouais, je sais. C'est On bon. a l'habitude. Alors, on ferme cet épisode. Mais le stade d'ailleurs. était plein, 67 000 personnes, Ouais. pas une place. Et je sais qu'à la dernière minute, des gens se sont battus pour avoir des places, y compris par les canaux habituels, comme dit la police. Et même malgré ces canaux habituels, il y avait C'est plus le de record de place. France. Parce que, si tu veux, tout était complet. Et pour des raisons de sécurité, Sécurité, ouais. plus personne ne pouvait rentrer. Il y a eu des échauffourées avant le match, hein, Ouais, apparemment. c'était entre- bon enfant, c'est bon enfant. Ah et, oui. ça a duré jusqu'à 2h du matin. Marseille ne s'est pas couché. Ah bah, Marseille, Et c'est comme s'ils avaient gagné, Non, hein. non, mais s'ils avaient Mais gagné, non. c'était jusqu'à 4h. Hein. Ce que les gens n'arrivent pas à percevoir, c'est qu'à Marseille, il n'y a pas de vie culturelle. C'est-à-dire que les Marseillais, quand ils finissent le travail, ils ont deux solutions. C'est où ils rentrent chez eux ou ils vont à la plage. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de quoi s'amuser de manière culturelle. Et l'OM, Il y a, mais sauf que les gens n'ont pas Ouais, l'habitude de mais- rentrer dans. mais c'est informel, c'est entre soi. Ouais, voilà, c'est- oui. voilà. L'OM, c'est le seul exutoire, c'est le seul défouloir qu'on a pour s'amuser, pour se retrouver, faire la fête. Et des fois, les gens ne regardent même pas le match, ils y vont pour se retrouver. Voilà. Sauf que bon, moi qui connais Marseille, mais d'une autre façon que toi, cher Morad, je me rends dans plein d'endroits où il y a des jeunes maghrébins de moins de 30 ans qui ont un niveau de culture et un niveau de savoir et un niveau de vie extraordinaire et qui, eux, évitent justement certains quartiers où le Marseille populaire et se retrouvent dans des endroits dans lesquels chacun rêve de passer quelques soirées. Hein. Ouais, mais c'est de l'informel, c'est de l'entre-soi, et Oui. c'est pas ouvert à tout le monde. Zapping, messieurs, avant de partir justement à Marseille pour parler du conflit des poubelles, sachez qu'une enquête a été ouverte contre un site de rencontre pour proxénétisme aggravé. En cause, une affiche publicitaire qui propose de mettre en relation des étudiantes et des hommes riches. Publicité qui a fait le tour de la capitale hier puisque l'affiche a été visible devant plusieurs universités parisiennes. L'association étudiante Lafage a porté plainte pour proxénétisme. Sa présidente Ornane François rappelle que la prostitution étudiante est une réalité en France. Ce site surfe tout simplement sur la vague de précarité qui existe aujourd'hui en France. On a des étudiants qui sont dans des situations très difficiles et très compliquées, très précaires, et ce site les incite à utiliser des méthodes de la prostitution pour tout simplement subvenir à leur fin de mois. Aujourd'hui, on a des étudiants qui n'ont pas les moyens de financer leur repas tous les jours, qui n'ont pas les moyens de financer un logement décent et qui sont totalement désespérés. Et on sait que certains étudiants ont recours à la prostitution. C'est un fait, ça existe aujourd'hui en France et ce site ne fait qu'accentuer ces possibles incitations à la prostitution en mettant tout simplement en relation avec des personnes riches, tout simplement. Ça ne justifie pas, même si c'est une réalité sociale, ça ne justifie pas et ça n'autorise pas quelques personnes pour utiliser donc cette situation de précarité pour devenir proxénète professionnel. Bien entendu. Donc le site va avoir quelques ennuis. Cher Morad, c'est pour toi celle-là. Ils seront 3 sur la ligne de départ, 2 hommes et une femme qui briguent la présidence du Parti Les Républicains. Alors 2 Derrière. d'extrême droite et un d'un extrême Alors, centre. Je n'ai jamais été adhérent aux Républicains, donc il faut arrêter de dire que c'est pour moi, et je suis juste de droite, c'est autre chose. Laquelle des droites aujourd'hui? La droite gaulliste. Laquelle aujourd'hui? Dans quel parti Il y en a pas. aujourd'hui? Non, je ne me reconnais ni dans l'UDI, ni dans aucun parti, voilà. Alors les deux sur les 3, moi j'ai vu un petit peu les programmes. Alors il y a la droite extrême et il y a l'extrême droite. Il y a les constructifs. Non, je parle de candidats. Donc il y a une extrême droite, il y a une droite extrême et il y a un truc qui est plutôt centro-jupéiste.
Alors, sachez que quand même Daniel Fasquelle n'a pas pu lui se présenter, faute de parrainage suffisant. Oui, tout à fait. Les candidats à la présidence du Parti Les Républicains sont Monsieur Maël de Calan, Monsieur Laurent Wauquiez et Madame Florence Portelli. Voilà pour les candidats qui ont été choisis, sélectionnés pour... alors, on parle de l'ultra favori Laurent Wauquiez, Mourad. Excuse-moi, mais quand on écoute son discours de mercredi, c'est juste lamentable. Mais il a pas de discours, il a pas de fond, il a rien, c'est juste du Ciotti, du Lucas et de l'Estrosi compilé. En beau gosse. Même pas en beau gosse, c'est un vieux jeune ou un jeune vieux, je sais pas comment on peut le qualifier. Moi, je pense que voilà, il va enfoncer son parti une fois qu'il aura gagné. Je pense que c'est plus subtil que ça, que les cadres du parti le mettent sur orbite maintenant pour s'en débarrasser bien avant les vraies échéances. Il y a une discussion certainement au LR, la stratégie elle est vraie là. Et que le patron du parti n'aurait pas le droit de se présenter au présidentiel. Voilà, je pense qu'ils veulent se débarrasser des quarantenaires et c'est pas mal ça. Oui, c'est une règle qui a été plus ou moins édictée. Moi, je pense voudrait arriver à celui qui tient le parti ne peut pas se représenter pour qu'il n'y ait pas l'utilisation de parti. J'aurais aimé voir une femme parce qu'il y en a marre de voir toujours des hommes diriger des partis politiques et je pense que NKM aurait dû être la dame de cette présidence. Alors, on continue, on enchaîne avec ce zapping. Pour terminer, tiens, les Français, messieurs, n'ont pas les bons réflexes face aux AVC. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est en tout cas ce que montre une étude publiée aujourd'hui. 35% des personnes interrogées n'appelleraient pas le 15, c'est-à-dire le SAMU en cas d'AVC. Et ce n'est pas la bonne décision car plus la prise en charge est rapide, plus les chances de survie sont grandes. L'AVC est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les femmes en France, la troisième chez les hommes. Et des moyens existent pour réduire les risques. Écoutez les recommandations du neurologue Denis Otto. Les deux principales, c'est de surveiller sa tension et quand elle monte, on la traite. Quand maintenant depuis des années et des années, on montre que quand on baisse même légèrement la pression artérielle, on a un bénéfice important. On passe par exemple de 14 à 15, on baisse de 30% le risque d'un accident, donc c'est énorme. Donc surveiller sa tension, la traiter, ne pas dire je prends un comprimé, mon médecin m'a donné 2, c'est suffisant, comme on le voit trop souvent. Observant, c'est donc aller voir son médecin et prendre le traitement. Et deuxième chose, détecter la fibrillation atriale, qui est cette maladie au cours de laquelle l'oreillette du cœur devient irrégulière. Donc il faut la dépister, il faut prendre son pouls de temps en temps, aller voir son médecin et faire attention parce qu'on a des traitements qui fluidifient le sang et qui sont remarquablement efficaces. 80% d'efficacité dans cette prévention. l'AVC, vous vous sentez pas concerné, messieurs? Denis Sandro, neurologue, donc au CHU de Tours, au micro de nos confrères d'Europe 1. Alors retenez ça pour vous, Christophe, faut pas le dire aux auditeurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un député franco-tunisien, donc élu dans l'Assemblée nationale tunisienne. Oui. Il a amené, donc il s'est débrouillé pour amener un débriefilateur qu'il a offert au président de l'Assemblée en lui expliquant ce que c'est, comment ça marche, où est-ce qu'il faut l'installer. Ouais. Ça fait 1 an qu'il est toujours dans son carton. Ah, d'accord. Bon. La prévention en France, elle est pas aussi. Non, je parle de la Tunisie. Voilà, mais en France, on a des défibrillateurs dans les lieux publics. Mais les gens savent pas l'utiliser. Mais le geste qui sauve, on devrait l'apprendre de manière plus répétitive. Et à l'école. Non, mais à l'école. À l'école. En primaire, au collège et même au lycée, plutôt d'apprendre aux enfants du primaire à conduire des cartes et des vélos pour avoir une licence. Je pense qu'on devrait s'atteler à. On peut faire les deux, hein. Et surtout simuler un accident de la route avec le kart ou apprendre à conduire des camions de poubelle. Transition toute faite. Et puis au lieu de la faire apprendre que Astérix, que la bataille de Poitiers, que des conneries comme ça, les Gaulois nous ancêtres. Les Gaulois nous ancêtres. Bon. On peut leur apprendre à comment nettoyer. On file à Marseille, Mourad. Alors peut-être une remarque pour la première question. Il veut pas y aller à Marseille. Invité. Si, je vais aller. Ah, c'est pas moi, c'est Tarek. Non, mais voilà. Alors j'ai appris dernièrement que dans les écoles au Japon, toutes les écoles primaires, secondaires, supérieures, tout le monde, quand ça rentre en classe, prof, élèves et tout, les 10 premières minutes, c'est nettoyage de l'école et des classes. Au Japon. Alors, on va à Marseille pour voir si c'est... Pour prendre le métro, c'est vrai qu'il faut faire la queue. Avec Jean-Yves, s'il y a autant de... Jean-Yves Sayek, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, vous êtes youtubeur, c'est ça? On va dire Facebookien, oui, youtubeur également, oui. D'accord, bon, en tout cas, il est commerçant aussi, il a beaucoup de chapeaux, hein. Beaucoup de casquettes. Commerçant et humoriste surtout. Aussi, voilà. Beaucoup de casquettes à votre effigie, un petit peu comme beaucoup à Marseille. Alors, Jean-Yves, vous êtes monté au créneau par rapport à ce conflit des poubelles à Marseille. C'est pas la première fois qu'on rencontre ce problème, qu'on entend parler de ce problème en tout cas. Là, il semble que ça soit calmé, en tout cas rentré dans l'ordre. Les poubelles sont pour le coup ramassées.
Mais vous Oui. souhaitiez en profiter pour revenir sur l'origine de ce conflit. Oui, entre autres, puisque l'origine de ce conflit, après moi je suis pas là pour juger, moi je suis là juste pour que ma ville, ma région, mon pays, la France donc soit propre, comme dans chaque pays. Et si tout le monde fait des efforts, on va y arriver. Bon, pour parler vite fait du conflit, en fait, c'était certains employés de Derichebourg qui étaient quand même majoritaires et qui venaient d'une société qui s'appelait Veolia, qui ont été repris par Derichebourg pour faire vite. Donc ils sont aperçus lors de leur première fiche de paie qu'il leur manquait entre 90 et 200 euros. Ah oui, quand même. Donc, 200 euros par mois. Donc, moi, j'ai parlé avec eux et tout. 200 euros par mois, c'est un chariot de commission, donc ce qui peut être compréhensible. Donc là, tout est entré en ordre après une quinzaine de jours de conflit. Marseille rebrille sa splendeur naturelle, son soleil, tout est bien. Le problème à Marseille, c'est qu'on a un gros problème d'incivilité. Donc là, moi, j'ai sorti une web-série sur l'incivilité où on traite tous les sujets. Et tout ça pour vous dire que la saleté à Marseille n'a pas de couleur, en fait. Elle n'a pas de religion et on n'a pas besoin d'argent, surtout pour être propre. Et moi, je vous invite à venir à faire une émission à Marseille en direct et regarder les gens. C'est scandaleux, quoi. Ça va du professionnel du bâtiment, certains, parce qu'il faut pas tous les mettre dans le même sac, qui en pleine journée viennent décharger dans des rues des tonnes et des tonnes de gravats, de l'huile, des pneus par centaines. Tout le monde fait un peu comme il veut. Donc moi je dis stop à tout ça. Et malheureusement, il faut frapper fort pour que les Marseillais comprennent. Il faut sortir des lois, puisque la municipalité est démunie parce qu'elle ne peut faire rien sans qu'une loi soit votée à l'Assemblée. Donc moi, je les invite à se grouiller, parce que là, justement, ils ont voté une loi pour augmenter le prix des sodas de quelques centimes d'euros, parce qu'il y a trop de sucre. Il faut être précis. De remplir les caisses de l'État, donc on peut voter des lois pour Jean-Yves, 2 secondes, c'est Mourad. Il faut juste être précis sur ce point-là. La gestion des déchets est décentralisée. Ce n'est pas la mairie qui le gère, c'est la métropole et le territoire. Donc le maire n'a pas la compétence. 80% des compétences des mairies ont été transférées à ces métropoles. Tout à fait. Donc moi, j'accuse pas la mairie. Bien au contraire, ils font leur travail. Mais tu dis quelque chose, tu dis quelque chose de vrai. Voilà, là où tu dis des choses qui sont intéressantes, justement, moi c'est sur ça que je voulais commencer avec toi, mais Christophe a été plus rapide, il a dégainé. C'est que tu t'es fait connaître notamment en parlant de la décharge sauvage de la zone industrielle des Égalades. Sur le boulevard Frédéric Sauvage, tu as fait des vidéos qui sont devenues virales puisque toute la France ont pu les voir et c'était des centaines de milliers de vues. Et c'est vrai que les auditeurs ne peuvent pas comprendre comment dans une ville... Alors, la saleté, je te rassure, Paris c'est aussi sale. Pourtant c'est la capitale. Mais c'est vrai qu'à Paris, tu verras pas à 3h de l'après-midi un camion venir jeter 30 tonnes de gravats en pleine rue. Ça c'est vrai qu'on le verra pas. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, d'après toi, c'est quoi le chemin à prendre pour sortir de tout ça en fait? Alors moi j'ai fait des propositions et moi j'ai un chemin qui va être très très rapide. J'ai fait des propositions à des députés, je pense qu'ils vont les soumettre, tout simplement de créer une taxe écotaxe pour les produits qu'on retrouve sur la voie publique, c'est-à-dire le ciment et compagnie. On augmente le prix du sac de ciment, de la tonne de sable ou de gravier et donc tout ce qu'on ramasse, on le garde pas pour l'État pour faire autre chose, on le donne directement au centre de tri ou déchetterie et on fait gratuit pour les professionnels. Ça à exploiter. Bon, moi je suis pas à la mairie, c'est un coût qui est exorbitant. On paye des taxes d'ordures ménagères à Marseille qui sont les plus chères de France et les taxes d'ordures ménagères ne servent pas à ramasser les déchets des professionnels. Donc c'est là où il y a un problème, c'est ramassé bien sûr par Derichebourg, par Bronzo, par toutes les sociétés, mais voilà, il y a des commerçants à côté, il y a une zone industrielle la plus grande de Marseille qui est en train de mourir, tout le monde s'en fout. Voilà, donc moi je m'en fous pas, je me bats pour ça, je continue, je fais des vidéos et je pense que je vais être entendu. Voilà. Alors Jean-Yves, est-ce que tu arrives à comprendre? Alors là je vais essayer d'être précis parce que la question elle est un peu longue. On est d'accord toi et moi puisqu'on connaît bien Marseille que les gens qui travaillent dans les sociétés de nettoiement, c'est des gens, pour eux c'est un sacerdoce, c'est-à-dire depuis qu'ils sont petits, leur but dans leur vie c'est d'être cantonnier. On est d'accord, c'est une réalité à Marseille. Ouais. À 90%. Et que ces gens, je vois ta question. Voilà, ces gens sont tous placés par des élus. On est d'accord? Non. Le recrutement n'est pas fait par les entreprises. Le recrutement, c'est du placement. C'est les élus qui placent dans le public et dans le privé leur couleur d'affiche. Un peu comme chez les dockers, de père en fils, ça se passe un peu, peut-être, sûrement. Je ne vais pas m'étaler à ce sujet sur le recrutement. Quoi qu'il en soit, si c'est sur le fini parti où tu vas en venir, Mourad, c'est un autre problème. Non, Jean-Yves, pas sur le fini parti. Un gros truc sur eux. Non, Jean-Yves. Je te prie de croire.
Jean-Yves, c'est pas sur le fini parti. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ces gens qui ont fait des pieds et des mains pour rentrer dans ces entreprises parce qu'ils veulent être à tout prix cantonniers, parce qu'il faut le dire, à Marseille, quand t'es cantonnier, tu travailles entre 4 et 5 heures par jour et tu touches à peu près avec les primes 1800 € net par mois. Donc, c'est ce que tout le monde veut faire. Après, on te dit, alors non, je vais faire ça. C'est pas 1800 non, mais je finis. Euros. Déjà, c'est entre 1300 et 1400 euros. Alors, 1400, alors, Jean-Yves, 1400 € pour 5 heures maximum. Jean-Yves. Ils ne gagnaient pas 1800 € par mois. Alors, les anciens, oui, moi, j'ai des amis qui touchent entre 1800 et 2000. Mais ils ont peut-être 10 ans de boîte. Ils ont un peu plus d'ancienneté. Mais bon, quand même, 1400 € pour 4 à 5 heures par jour, moi je signe. Mais c'est pas ça que je veux te dire. Ça me gêne pas. À la limite, même s'ils gagneraient ça pour faire 2 heures, ça me gêne pas. Mais ce que je trouve, moi, c'est qu'ils ont une attitude ingrate parce que ils font des pieds et des mains pour y rentrer. Ils sollicitent les élus. Et ça, on le sait tous à Marseille que ça marche comme ça. Et une fois qu'ils sont dans le système, alors s'ils sont dans la ville de Marseille, eh ben, ils feront ce que FO leur dit et non plus ce que les élus avec lesquels ils roulaient leur demandent. Et quand ils sont dans les boîtes privées, c'est grève à répétition. Alors, est-ce qu'aussi le recrutement, il est pas à remettre en cause aussi? Moi, tu viens de mettre le doigt sur un gros problème et je vais te dire, oui, je suis d'accord avec toi. Alors là, après, on va partir sur un autre sujet, sur d'autres secteurs d'activité. Malheureusement, ce sont des gens, donc demain, c'est plus de Richebourg perd le marché, par exemple, ça va être Bronzo ou une autre entreprise, ils sont obligés de les garder. Oui, c'est la loi, ça, donc, oui. On n'a pas le choix, voilà. Donc après, on les garde avec leurs avantages. Et malheureusement, les avantages, ce sont des droits qui ont été acquis. Et d'ailleurs, les prud'hommes leur ont donné raison sur ce point, parce qu'ils ont un contrat, et on ne doit pas sortir de ce contrat. Après, c'est d'autres problèmes. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça, puisque c'est pas quand même un secteur que je connais, donc je ne veux pas m'aventurer à dire des choses que je maîtrise pas. Tu sais, la dernière grande grève qu'on a connue, c'est à l'époque de, quand Monsieur Castelli était président et que Bronzo avait fait un peu avec l'affaire Guérini. Et cette grève avait coûté 5 millions d'euros aux Marseillais. Ça, on le dit pas. 5 millions d'euros on a dû payer parce que il a fallu embaucher et faire des heures supplémentaires pour nettoyer la ville. Et à un moment donné, alors les lanceurs d'alerte comme toi, on en a besoin. Moi, je pense que c'est utile et je crois qu'il faut que vous soyez un peu plus. Tariq va te poser une question. 2 questions rapides, Jean-Yves. 2 questions rapides. La première, si quelqu'un vous appelait en tant que Marseillais pour vous dire je viens à Marseille la première fois, quels sont les endroits qui, à votre sens, sont propres, sont tranquilles, que vous me conseillerez? Et la deuxième, c'est un petit peu un retour vers le futur. Qu'avez-vous ressenti quand le tribunal administratif de Marseille, il y a quelques années, avait légalisé, entre guillemets, avant que le tribunal et la cour d'appel ne casse la décision, en disant que c'est une tradition marseillaise, le fini parti, il faut le laisser? C'est 2 bonnes questions. D'abord, j'essaye. Les touristes, il faut savoir qu'à Marseille et sa métropole sont de plus en plus nombreux. Donc on reçoit à peu près 8 millions de touristes chaque année. Donc et suffit que, et je l'ai déjà dit, il suffit qu'on fasse des efforts et on peut facilement prendre 10% plus de touristes, parce que Marseille, c'est une ville qui mélange toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les races. Et nous, on peut se vanter de dire à Marseille, d'ailleurs, qu'on est la seule ville en France où, quand on va au stade, par exemple, on est tous ensemble. Tout à fait, il n'y a pas de race, pas de religion. Ouais. Qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on est d'abord Marseillais. Il n'y a pas qu'au stade, hein, Jean-Yves, dans toute la ville. Exact. Voilà. Et nous, on est comme ça. On est une parenthèse rapide. Je suis fan de votre émission, de votre radio, puisque j'adore écouter la musique, la vraie musique arabe, un peu andalouse et juif andalouse. Et je trouve que vous en mettez pas. Ça, c'est mon point de vue. C'est tout, mais j'adore écouter votre radio. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Point. Le fini parti. Ça, c'est un éternel problème. Les Marseillais en souffrent, puisque je reçois des dizaines de messages sur le fini parti. J'évite de pas rentrer dans la politique, puisque c'est pas mon rôle encore. Je dis encore parce que on sait jamais. Peut-être qu'un jour j'y rentrerai. Mais c'est vrai que voilà, moi j'invite les Marseillais qui pensent à ça, ou les Français, tout simplement, à venir les regarder quand il fait moins 4, moins 5 degrés, et je parle pour tous les poubelliers en France. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Il faut savoir que dans certains quartiers, ils se font caillasser, ils se font parfois tirer dessus. Et ça c'est vrai. J'ai eu plein de commentaires à ce sujet. Et bon, après ils font bien, ils font mal. Moi j'ai lancé une opération sur ma page Marseille je t'aime. Une opération, mon cantonnier, mon éboueur, c'est le meilleur. Donc moi j'invite tous les Marseillais à faire une photo avec les éboueurs, et il faut les mettre en avant, ces gens, parce qu'ils travaillent dans la difficulté, et pour essayer, je dis pas d'enrayer le problème, essayer de résoudre le problème à Marseille sur la propreté, il faut caresser. C'est comme les enfants. Ils ont eu un 11, on va dire c'est bien, demain tu vas faire mieux. Et moi je pense que c'est une des solutions, il faut mettre en avant le travail des éboueurs.
C'est très sage. Écoute, moi en tout cas, j'apprécie le travail que tu mènes avec tes amis et puis j'espère que tu vas être rejoint et soutenu parce que on peut pas porter un truc aussi lourd à bout de bras comme tu le fais. En tout cas, tes vidéos, elles sont super rigolotes. J'ai apprécié la dernière avec le taxi, là où tu jettes un chewing-gum sur Notre-Dame de la Garde. Voilà. J'adore. Donc, on invite tous nos auditeurs à rejoindre la page. Si je peux me permettre, on recherche des comédiens avec un peu de talent et s'ils veulent intégrer la série, c'est avec un grand bonheur que je les recevrai. Prenez Mourad Goual, c'est un très bon comédien. Et la série s'appelle Les Crados. Allusion donc à la puanteur, à la saleté, et on prend des raisons et on fait une série donc sur l'incivilité et on essaie de traiter tous les secteurs d'activité, que ce soit la cigarette, le chewing-gum ou autre, et on fait passer des messages un peu forts, mais avec quand même beaucoup d'humour. On peut peut-être connaître... Et les voitures sur le trottoir, s'il vous plaît. Non, ça c'est... Et l'incivilité, moi... Alors à Marseille, il y a une étude, je suis sérieux, il y a une étude sociologique qui a été faite, et c'est très sérieux ce que je vais dire, ne rigolez pas. Essayez de marcher sur le trottoir autour de la gare Saint-Charles. Alors l'étude a conclu... Quand vous avez un chariot, quand vous avez une canne... C'est très sérieux. Je te dis, les conclusions de l'étude, elle a été menée en 2010, et il en est sorti, alors je grossis la ligne, le Marseillais ne se gare pas là où il a une place, il se gare là où il va. Et c'est très logique. Ah oui, d'accord, super. Nous, on se gare en triple sens maintenant. Peut-être qu'il serait intéressant d'avoir votre page YouTube et voilà votre tes Facebook. Coordonnées pour finir. Oui, alors c'est où à mon nom, Sayag Jean-Yves, S-A-Y-A-G Jean-Yves, ou alors sur Marseille, je t'aime. Sur Marseille, Facebook, je t'aime, c'est un groupe, donc vous demandez à le rejoindre, donc moi je vous accepte avec grand plaisir. Dessus, donc vous aurez toutes les informations pour pouvoir postuler. Et j'avoue que maintenant on est en attente de contrats assez, voilà, on parle pas, je suis un peu superstitieux, et donc ça va vraiment grandir. Merci. On te souhaite bonne chance, merci Jean-Yves. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Merci à tous, à toutes. Au revoir. Voilà, c'était Jean-Yves Sayac, donc youtubeur, facebooker et tout ce qui s'ensuit. Amoureux de Marseille. Et humoriste, c'est un vrai humoriste aussi. Ah oui. Ouais. D'accord. Mourad pourrait y rejoindre pour faire des j'ai eu ma période d'acteur et de comédien et j'ai arrêté parce que c'était un milieu de requins où tu travailles 15 heures pour être payé 50 €. Ah ben faut faire les deux, faut faire cantonner d'un côté pour bien gagner sa vie. Moi je l'ai jamais fait pour l'argent parce que j'ai toujours eu la chance d'être indépendant, mais après c'est des gens qui vont faire grève en disant notre statut d'intermittent, mais c'est les premiers à se le plomber. Ils acceptent de travailler des fois 12 à 13 heures pour un cachet de 70 €. Voilà. Bon, alors on va poursuivre dans un instant et on va parler de cette histoire et on va aller du côté du Morbihan parce que dans le Morbihan il y a un problème, c'est une croix qui pose problème et on va en reparler dans un instant avec cette décision du Conseil d'État. Tarek, on va essayer d'être le plus clair possible. Et puis une petite dépêche qui vient de tomber pour notre ami Rof. Oui, 5 ans de prison, ça fait 2 heures déjà. Voilà. 2 ans de prison, 5 ans de prison ferme. Des boutiques, de la boutique de... Oui, pour les violences, pour Booba, contre Booba. Enfin, du salarié de Booba. D'ailleurs, il a fait combien là jusqu'à présent, vous savez ça ou pas? Comment? Est-ce qu'il a fait combien en détention? Non, il n'a pas confirmé la décision. Je pense, parce qu'en fait, il est impassif, il est impassif de violence. Mais si, il a fait un peu de prison. Oui, pas pour cette affaire. Non, pas pour ça. Et là, il est condamné à 5 ans ferme. Ouais, ferme. C'est sévère quand même. C'est sévère, oui. Ouais. Bon. Tu violes une femme ou une fille, je crois que tu prends 11 mois maintenant. Non, mais c'est peut-être pour aussi envoyer le message parce que la police ou la gendarmerie ou la justice considère que le rap est un art sauf qu'en l'envoyant de violence. En l'envoyant en prison, ils vont multiplier par 10 ses profits à Rof. Bon. Voilà, vous avez un commentaire, n'hésitez pas, tout à l'heure, notamment dans Libertad 01 40 33 9000. Dans un instant, nous on file du côté des Morbihan, qui est une très belle région d'ailleurs, que je conseille à tous. À tout de suite. Le Grand Forum avec Mourad Goual et avec Tarek Mami sur France Maghreb de jusque 18h. On poursuit évidemment tout à l'heure, mes auditeurs. Vous aurez la possibilité de vous exprimer, de venir engueuler un petit peu Tarek et Mourad. Faites-vous plaisir. Surtout Tarek. Après la fin d'émission, Libertad 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui. Le Parti Socialiste est-il encore... Alors, c'est comment on l'a titulé? C'est le Parti Socialiste a-t-il encore sa place dans le paysage politique français? Moi, j'ai pas encore répondu, mais je répondrai oui. Vous êtes le seul, hein. Je vous expliquerai plus tard si vous voulez. Le Parti Socialiste, c'est quoi le Parti Socialiste? Celui qui a fait 6%? C'est celui qui a... C'est lui qui a mis fin au règne de la droite, qui a mené dans ce pays de 1958 jusqu'à 1981, sans discontinuité, la majorité au Parlement, la majorité au Sénat et le président de la République. Il y a un autre parti dans ce pays qui a fait ça? Si. Lequel? Le Parti Socialiste a fait exactement l'inverse pendant le Front Populaire.
instabilité républicaine, des gouvernements tous les 6 mois. Non, mais ça, parce qu'il y avait la constitution de la 4ème République, c'est pas la même chose. Alors, faut pas confondre les institutions, parce que là, on va y aller. C'est une continuité. Non, c'est pas une continuité. Non. C'est-à-dire, le Parti Socialiste est un parti qui a beaucoup d'erreurs, y compris et surtout pendant la guerre d'Algérie. Non, faut le rappeler. En tant que tel, il a plus de légitimité. Non, mais, qui a une légitimité aujourd'hui? LR? On verra dans 5 ans. Surtout pas eux. Et Mélenchon, l'essentiel pour lui, c'est d'honnête. Moi, ce que je reprocherais à Mélenchon, et je l'ai toujours dit, c'est 2 choses. La première, c'est que le soir du premier tour, il n'est pas sorti du bois pour dire clairement, faut voter contre Madame Le Pen. Ça, je lui pardonnerai pas en tant que citoyen. Et la deuxième, c'est que de toutes les circonscriptions françaises et marseillaises, il est parti là où il y avait un socialiste. Voilà. Il aurait pu aller là où il y avait Ravier ou machin. Moi, je lui reproche pas parce qu'il a fait sortir Menouchi et c'est pas un moindre mal. Il fait pas mieux pour le moment parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'il a fait comme député pour la ville de Marseille. Moi, je lui demande pas de faire mieux, je lui demande de pas faire pire. Voilà. La seule chose qu'il a faite, c'est que lui, il a été voir Gaudin pour lui promettre que jamais il ne viendra s'immiscer dans la politique. Rendez-vous en 2020. Non, mais 2020, il n'y aura plus Gaudin. Ouais, donc, il y aura son dauphin et tu verras que Mélenchon sera le futur maire de Marseille, c'est écrit. C'est Inch'Allah, comme disait Arabes. Ben, Gaudin a dit une phrase, je vais l'écorcher, peut-être que tu t'en rappelles. En fait, il a dit, je ne laisserai personne derrière moi, voilà. C'est la politique de la terre brûlée. Ah ouais. En nommant Bruno Gilles aujourd'hui comme Bruno Gilles, pourtant, il paraît comme un successeur. C'est un super bonhomme, c'est un politicien très aguerri, qui humainement est vraiment, enfin, faut le connaître, il tient ses promesses, qui est très rare dans ce milieu. Il vient souvent à Paris d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est encore équilibré. Mais il va souvent au Maroc aussi. Voilà, mais tu verras que, pour d'autres raisons. De l'avoir désigné maintenant, t'as Martine Vassal, t'as Royer-Perrault, t'as Morène, t'as tous ces prétendants-là qui vont commencer à lui mettre des coups de pied dans les jambes, et il n'arrivera pas sur la ligne d'arrivée. Bon. Alors, on va aller maintenant dans le Morbihan, que Mourad ne connaît pas. C'est normal, les Marseillais connaissent pas autre chose que Marseille. Je n'ai pas dit que je connaissais pas, j'ai demandé à situer géographiquement l'endroit où se trouvait le département du Morbihan, ou en tout cas la région. Il y a Wikipédia qui répond, hein. Voilà. Ouais, mais moi j'ai fait appel à votre intelligence et j'y suis pas arrivé et je regrette. Bon, alors je me rappelle une petite histoire. Un jour, je vais à Metz et puis on était en plein mois de janvier et quand je sors de la gare, je vois 2 jeunes, 22 ans, disons, grands, maigres et tout ça, qui tremblotent. Mais qu'est-ce que des Maghrébins pour faire simple. Ils se sont trompés de ville. Non, ils sont venus acheter la ville et ils ont venu à Metz, c'est rendez-vous pour acheter une voiture. Mais pour eux, Marseille c'est la France et la France c'est Marseille. Ils sont venus habiller à la Marseillaise à Metz. Je peux vous dire qu'ils sont pas restés longtemps. Hein. Quoi qu'il en soit, donc ce mercredi, la commune de Ploërmel a accueilli froidement la décision du Conseil d'État qui a confirmé la décision qu'il avait pris en première instance concernant une statue d'un artiste russe qui a été installée sur la place. Cette statue, posée sur une arche surmontée d'une croix, représente l'ancien pape Jean-Paul II. Si le buste de l'ex-souverain n'a pas posé de véritables problèmes, c'est la croix qui a été à l'origine de longs débats. La présence d'une croix sur une place contraire à la loi de 1905. Voilà, en effet, disant que la statue et la croix sont installées sur la place de Ploërmel, ce qui ne plaisait pas à quelques habitants de la commune, ainsi 2 d'entre eux, ainsi que la fédération morbihanaise qui donc est acharnée, ont décidé de saisir le tribunal administratif de Rennes après avoir demandé sans succès au maire le retrait de l'œuvre d'art. Après un jugement en 2 actes, le Conseil d'État exhorte la mairie de Ploërmel à retirer la croix. Le Conseil estime que dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, et que son installation par la commune entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est donc contraire à cette loi, comme pour la crèche d'ailleurs de Laurent Wauquiez, si on peut faire un petit parallèle, si je puis me permettre. Alors là pour le coup, beaucoup disent voilà, les laïcards ça devient vraiment une religion dans ce pays, et que à chaque fois qu'il y a une croix, il y a une fédération derrière qui est très puissante, justement, qui a dénoncé cela et a déposé cela en justice, et le Conseil d'État en fait a non pas demandé à ce qu'on retire la statue et la croix, mais la croix, donc à couper la poire en 2, si j'ai envie de dire. Tarek, est-ce que ça paraît logique? Alors d'abord, c'est tout ça,
ce que vous avez dit. J'espère que vous avez bien compris, c'était assez clair quand même. Oui, alors bon, c'est un peu plus nuancé que ça. En fait, un artiste décide d'offrir à cette ville une œuvre. La mairie fait adopter une délibération pour l'installation de cette œuvre, sauf que dans cette délibération, il n'est pas précisé que cette œuvre va être composée de 3 pièces. Et donc la statue, c'est pas qu'un buste, c'est toute une statue de Jean-Paul II. Son socle. Sur socle est installée, et au-dessus, on va rajouter ce qu'on appelle une arche et une croix. Ouais. Et donc le citoyen et la fédération vont saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif la joue simple. Il demande à la mairie de tout retirer. Donc, pour faire simple, les 3 pièces. La mairie fait appel et arrive devant le tribunal administratif d'appel, la cour d'appel administrative, et celle-là, elle retoque la totalité. Donc, le premier tribunal dit on enlève tout. Le deuxième tribunal dit on laisse tout. Et vous allez au Conseil d'État qui va jouer donc à la justice de moitié. Salomon. Alors, donc il nous explique dans un français très Conseil d'État, donc faut lire 2 fois pour comprendre. Oui, faut lire 2 fois, fait, pour être simple. Et 5 fois pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de texte, parce qu'il y a des mots qui ne veulent rien dire mais qui justifient le truc. Et lui donc trouve la faille pour dire qu'en fait la délibération parlait d'œuvre, mais ne précisait pas qu'il y avait 3 pièces. Comme on comprend à la lecture qu'il n'y a que le statut et que le délai pour faire recours contre le statut est terminé, donc on laisse la statut, et comme il n'y a pas eu de recours contre les 2 autres pièces qui n'étaient pas indiquées dans la délibération, le délai de recours ne s'épuise jamais jusqu'au jour où la question est contestée, et donc je fais retirer la croix et je laisse le reste. Alors ce qui est extraordinaire et ce qui n'est pas normal quelque part, c'est que aujourd'hui la France est quand même la fille aînée de l'Église, et que installer une croix dans une place publique, est-ce qu'en soi ça gêne quelqu'un ou quelque chose, ou est-ce que aujourd'hui la France étant devenue multiculturelle, multireligieuse, pour prévenir éventuellement des choses à venir demain, le Conseil d'État fait à la fois du droit et de la politique et préfère couper court à cette croix pour demain pouvoir justifier à interdire tel ou tel signe religieux. Et je rajouterai alors une précision, c'est que dans le communiqué de presse, le Conseil d'État s'amuse à rappeler l'interdiction des crèches à un moment où M. Wauquiez se présente aux élections, donc un peu de politique, un peu de droit. Ouais, moi je me demande comment on peut aujourd'hui en France aller légiférer sur des affaires comme ça, sachant qu'on a 10 millions de chômeurs, qu'on est en faillite, et que mince, c'est Jean-Paul II aussi. Ouais. À un moment donné, il faut parler du personnage qu'on a sanctifié. C'est pas Pétain, quoi. Mais même, je veux dire, est-ce que ça me pollue visuellement la vue de voir une croix devant moi? Non. J'ai grandi avec des crèches à l'école de la République, j'ai grandi avec le Papa Noël, j'ai grandi avec des arbres de Noël, ça m'a pas dénaturé. J'en ai marre de cet intégrisme laïcard, c'est vraiment ça en fait, qui demande à ce que les autres religions n'existent pas pour n'exister que par elles-mêmes en fait. Donc moi je trouve que c'est aberrant d'ailleurs, d'abord qu'on leur donne toute cette audience, qu'ils puissent aussi facilement aller en justice, alors que vous, lorsque vous êtes injusticiable et que vous êtes en droit de réclamer justice pour un fait grave, eh ben on vous déboute et on vous dit que l'affaire est classée. Donc ces gens-là, ils arrivent toujours à avoir 2-3 décisions de justice, ils ne sont jamais déboutés. On perd un temps fou avec ces procédures, on perd un fric fou avec ces procédures. Ça a commencé en 2006. Hein. Et puis, in fine, c'est toujours pareil. À la fin, vous avez des politiciens, dont la spécialiste est Valérie Boyer à Marseille, qui va s'accaparer de l'affaire en disant, vous voyez, on nous interdit nos croix en France et par contre on continue à faire des mosquées. Et nous, les musulmans qui n'avons rien à voir avec tout ça, on se retrouve encore dans les débats. Il y en a assez. C'est la fédération des Morbihan de la libre pensée. Oui, les libres penseurs, c'est des laïcards, voilà. Sauf que, je suis désolé, Morad, mais ils ont pas forcément tort. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous rabâcher laïcité à tout va. Une croix, c'est un signe religieux. Je parle pas de tort, je parle de nécessité. Est-ce que c'est urgent? Alors les croix qui ont été installées avant la loi de 1905 font partie, j'allais dire, du patrimoine. Oui, ça, on n'y touche pas. Voilà, on n'y touche pas. Par contre, effectivement, on rappelle quand même que l'État et l'Église sont séparés depuis la loi de 1905. Il y a une autre question qui se pose. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays méditerranéens et du sud de l'Europe, et un peu en France, notamment en Bretagne, quand quelqu'un décède dans un accident de voiture sur une route, le premier réflexe de ses parents,
c'est d'aller installer une croix à l'endroit où il meurt. Donc demain, le Conseil d'État va dire les croix qui ont été installées sur les routes restent et celles qui vont venir aujourd'hui ne le sont pas. C'est un peu ridicule. Et tu sais d'ailleurs pourquoi c'est sur la Ginesse par exemple, la route qui relie la départementale qui relie Marseille à Cassis, il y a énormément de croix. Et tu sais pourquoi elles ne sont pas démontées? Non, mais construites après 1905. Non, mais tu sais pourquoi elles ne sont pas démontées par les autorités? Non. Parce que les techniciens qui gèrent ces routes se sont rendus compte que la présence de ces croix ralentissait. C'est un peu rouge, oui. Et ça sécurisait les voies. Tout à fait. En tout cas, bon, la question reste posée. Si demain quelqu'un veut installer une croix à l'endroit où son père ou sa mère... Et puis moi, j'aimerais savoir d'où vient le fric de ces fédérations, qui les financent, parce que... ils ont des subventions des mairies. Voilà. Alors ce matin, c'était marrant d'écouter sur une autre radio, au micro de Bourdin, une invitée justement qui représente une association qui représente les laïcards en l'occurrence, et Bourdin qui n'arrêtait pas de dire mais oui, mais les femmes voilées alors c'est un signe religieux et les prières de rue c'est un signe religieux. Et elle dit oui, au même titre que on a essayé de tenter de faire d'interdire que il y a quelques années, il y a pas si longtemps de ça d'ailleurs, la mairie du 5e arrondissement de Paris avait fêté Hanouka dans les rues de Paris. Et ça c'est juste pas normal. Et la ville de Marseille le fait chaque année, c'est la ville de Marseille qui finance les éclairages. Et je vais plus loin, le matériel est fourni par les associations juives et n'est pas conforme aux réglementations techniques et sécuritaires liées aux éclairages publics. Donc nous, on met en place du matériel qui ne nous appartient pas, donc ça interroge sur le côté juridique, assurance, et il y a aussi la non-conformité à la réglementation. Mais c'est comme ça. Mais moi, à la limite, ça me gêne pas. Moi, je préfère avoir un sapin de Noël, Anouchka et le vivre ensemble, que de me faire de voir ces laïcards qui ont rien à faire avec des cols roulés rouges, à les porter plainte tous les 6 mois pour une crèche ou une croix qui les gêne, quoi. Bon, écoutez, chacun son avis là-dessus, voilà. Non, mais dans l'absolu, ça devient en tout cas une vraie religion. Hein, voilà, mais dans l'absolu, cette croix gênerait qui? Sauf si ces gens habitent en face et... Puis c'est Jean-Paul II, bon sang. Ouais, mais quand même, les Français, sont les champions du monde d'essayer de déroger à la petite pas la règle, de contourner les règles, D'abord, il y a des lois, je suis désolé, il y a des lois, Morad. Non, Christophe, pour contourner les règles, il faut avoir de l'argent. C'est pas moi qui l'ai voulu, cette laïcité, elle est là, donc faut la respecter, c'est tout. Une statue comme ça, si tu n'as pas les moyens de l'acheter, c'est 70 000 euros. Oui, elle a été offerte. La commune de pas l'installer n'importe où aussi. Mais si la commune n'avait pas commandé, n'avait pas pu l'acheter, elle est gratuite. Elle a été offerte par l'artiste. Mais parce qu'il a offerte. Elle a été offerte qu'ils l'ont mise. Sinon, ils auraient pas eu l'idée d'aller la commander, quoi. Oui, mais voilà. Sauf que ça comporte un signe religieux et que ça dérange. C'est tout. Alors, donc Christophe est un laïcard. Non, je suis pas laïcard, non. Il devrait adhérer à cette fédération. Mais pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit juste que les Français sont les rois et champions du monde de contourner les règles et les lois en l'occurrence. Il y a des lois. C'est pas moi qui les ai faites. C'est pas vous non plus. Vous connaissez la phrase. Vous connaissez la phrase de Coluche. Oui. L'ami Coluche. On l'a vu hier soir à la télé d'ailleurs. Oui, les hommes politiques font 4 ans de droit et tout le reste de travers. De travers, c'est vrai. Exactement. Bon, ceci étant, on va aller sans aucune transition d'ailleurs du côté d'Alger, retourner à Alger. À quelle date la grande mosquée d'Alger sera-t-elle enfin inaugurée? À Alger, personne se risque à une date d'ailleurs. Donner en tout cas une échéance précise. Sa construction qui a été entamée depuis 7 ans. Sauf que aujourd'hui, il y a un autre problème important, c'est ce fameux tapis. Oui. Le tapis qui a été importé d'Iran et qui a coûté d'ailleurs une somme incroyable, qui fait d'ailleurs 1 hectare, hein, c'est incroyable. Sauf que le tapis, donc d'après les retards reçus, a un problème de climatisation. Ce tapis est rongé par les rats. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec effectivement une grande mosquée qui n'est toujours pas terminée, qui sera probablement la plus grande d'Afrique. C'est la 3e du monde. La 3e du monde. Donc, est-ce que vraiment, je vous pose la question telle quelle, est-ce que vraiment Alger ou l'Algérie avait besoin d'une mosquée pour représenter, j'allais dire, et pour être cette 3e grande mosquée du monde, alors que l'Algérie vit et connaît des difficultés économiques importantes. Et quand on voit donc ce fameux tapis qui est magnifique, importé d'Iran, qui a coûté une somme considérable, rongé par les rats, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à le racheter, il est mort, le tapis. Alors, la réponse de mauvaise foi d'abord. Non, pas la mauvaise foi. Non, mais la mauvaise foi. Là, tu vas répondre toi alors. Ah oui. Quand vous posez la question aux Algériens, aux Algérois, ils vous diront que Dieu lui donne longue vie, mais vous verrez que le jour de la mort
du président Bouteflika, s'il n'est pas dans un 5e mandat, au moins de 3 jours, cette mosquée va être déclarée comme terminée et utilisée. Donc voilà la date de l'inauguration de mauvaise foi de cette mosquée. Alors, pour ce qui est des dates et des délais, en Algérie, c'est une notion qui n'apparaît pas et qui n'intervient pas dans les livraisons d'ouvrages publics. Il y a la mosquée d'Oran qui restait quasiment 10 ans arrêtée suite à des malversations. Donc l'argent avait été littéralement détourné et le chantier était resté on en était aux voies à l'extérieur et le chantier était resté un bâtiment vide pendant 10 ans. Ça a été fini récemment. Et la mosquée d'Alger, ce qui est aberrant, c'est pas que les cafards ou les rats rongent les tapis, parce que ça existe. Un petit peu quand même, parce que ça a coûté quand même plusieurs millions de dollars. On aurait pu laisser le tapis en Iran pour être livré les jours de son un hectare, le plus grand tapis du monde. Ouais, mais Christophe, moi pour y être allé, je vais te dire, il y a 2 aberrations. Ouais. Un, son emplacement. Ouais. Au bord de la mer, juste au bord de la mer. Un littoral qu'on a aménagé, donc qui est susceptible d'accueillir des baigneurs. Donc c'est pour vous dire la débilité. 120 000 personnes pour accueillir cette mosquée. C'est pour vous dire la débilité et aussi l'accès son positionnement géographique par rapport à la ville. C'est-à-dire que les Algérois, s'ils n'ont pas de moyens de transport privés, ils ne pourront pas y aller à pied ou en transport en commun. C'est impossible. Ouais. Alors pourquoi cette mosquée? En tant que musulman, une mosquée, c'est une mosquée. On peut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire ou indispensable. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi faire un édifice aussi grand? C'est parce que les chefs d'État, en général, sont dans la mégalomanie et veulent laisser leur truc laisser le jour de leur départ. On a eu les pyramides il y a bien longtemps par les pharaons dont personne ne se rappelle plus le nom, sauf les quelques spécialistes. Mais vous avez en France ce qu'a fait Pompidou, c'est le centre Pompidou. Mitterrand avec sa belle pyramide. Chirac avec de France, Chirac avec le Mucem à Marseille. Non, mais en dehors de Mucem de Marseille, ici à Paris. Donc, les hommes politiques, d'ailleurs Sarkozy, on dit qu'il ne laissera rien dans l'histoire parce qu'en plus, il n'a pas eu l'intelligence entre ces grands hommes n'ont pas laissé des ouvrages ou des monuments ou des œuvres sur le dos de la population. Non, tout à fait. Et donc, ça, c'est la première. La deuxième chose, pour revenir à Msahel, parce qu'il y a une espèce de mauvaise concurrence, puisque le minaret de la grande mosquée de 300 mètres de haut. Non, mais c'est pas 300 mètres. C'est quelques mètres de plus haut que la mosquée de Hassan II. Ouais. C'est comme ça qu'on construit. 300 mètres là. Oui, mais l'autre doit faire 295 alors. Donc c'est toujours ce truc. La mosquée de Hassan II est construite sur la mer. D'une manière architecturale, moi j'y étais le jour de la pose. C'était un phare. Non, mais j'ai été le jour de la pose de la pierre et de l'inauguration, et elle a amené quelque chose d'extraordinaire, la mosquée de Hassan II. Au Maroc, c'est qu'elle a fait revivifier, cher Christophe, cher Mourad, des métiers artisanaux qui étaient en train de disparaître au Maroc. Et donc, ça a fait que plein de métiers... Ça a créé de l'emploi, quoi. Créé d'emploi. Et l'emploi à ce jour, puisque maintenant, toutes les personnes riches voudraient utiliser ces spécialistes du bois, des gelées et tout ce que vous voulez. Et puis, elle a une caractéristique extraordinaire sur le plan technique. Elle a été construite par Bouygues, Christophe. C'est que un an, et Mourad sait mieux que moi de quoi je parle. Un an avant la construction de la première pierre, de la pose de la première pierre, les ingénieurs ont regardé les courants marins autour donc de l'endroit où elle va être construite, et ils ont posé les piliers dans les endroits à ne pas perturber le fonctionnement normal des courants marins, et donc les courants de la mer continuent à tourner normalement, et c'est à l'intérieur de ce courant que les piliers ont été mis, et à partir de là ils ont été créés. Et dernière chose que j'ai retenue, c'est que pendant 4 ou 5 ans, on demandait aux Marocains, quand ils achetaient les œufs, de consommer le jaune et de vendre le blanc, ou l'inverse, parce que tous les ciments pour construire le sous-sol de la grande mosquée ont été mélangés avec soit le blanc, soit le jaune, je me rappelle jamais, dans le sable et avec le ciment, de manière à ce que ce produit, j'allais dire, retient le ciment et ne risque pas une vieillesse classique partout. Et c'est avec donc il y a eu plein de choses et plein d'inventions. Pour en revenir à la grande mosquée d'Alger, elle s'inscrivait quand même dans un schéma politique de grands travaux. Il y avait l'autoroute Est-Ouest. Il y avait quand même, il y avait vraiment une vision. Il y avait une vision urbanistique, politique, d'investissement. Sauf que la maladie du président. Voilà, pas que ça. Le système le fonctionnement algérien fait que c'est toujours catastrophique. On a eu un métro, il a fallu presque 45 ans pour le finir. Donc on commence, on sait pas finir, et quand on finit mal, et c'est dramatique pour ce pays. Parce pour revenir sur le tapis. 7 ans que ça dure. Hein. Oui, pour revenir sur le tapis. 7 ans pour un ouvrage comme ça, c'est la moyenne. Hein, faut pas... Non, mais pour revenir. On est pas sur une villa, quoi. Oui, pour revenir sur le tapis, par contre, il y a eu deux grosses erreurs. Le premier, c'est que l'Algérie est en train de perdre le métier de tisserand. Tisserand, il n'y en a plus. Ouais. Et
on aurait pu utiliser cette mosquée pour faire venir donc de bouts de tapis de toutes les régions d'Algérie pour que ce métier et cette beauté du tapis algérien repart notamment dans le Mzab et dans le sud. Et la deuxième, c'est que sur une discussion entre deux ministres, un ministre des Affaires religieuses algérien et iranien dans une rencontre internationale où l'Iranien a proposé de faire le tapis et l'Algérien a dit oui. Et pour ne pas perdre sa parole, monsieur, il n'est pas revenu, il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a rien, ça a été commandé et la dernière chose, ils auraient pu ne pas livrer le tapis attendre pour être livré le jour de l'inauguration. Mais alors une autre anecdote sur l'Algérie, toujours pareil. Nos auditeurs vont croire qu'on fait on les rassure, on les rassure. Mais moi j'invite. On va aller en Syrie un petit peu tout à l'heure avec un peu de musique. Nos amis algériens, mes frères algériens, si un jour vous allez visiter le musée de la Révolution à Maqab Chahid à Alger, je vous invite à être très attentif aux peintures qui sont sur les différentes scènes de ce musée. Ces peintures ont été rénovées par des peintres chinois. Et ce que les gens ne savent pas, alors on n'a pas appelé des peintres algériens, on a appelé des peintres chinois. Et ces peintres chinois ont œuvré depuis la Chine. Et donc pour réaliser ces rénovations de tableaux, en fait c'est pas des rénovations, ils ont repeint les tableaux à l'identique. Sauf qu'ils ont ils ont été repeints à partir de photographies. Et les photographies ont été traduites en négatif. Et les peintres chinois qui eux retranscrivent et redessinent ce qu'ils voient ont peint des tableaux à l'envers. Si bien que c'est comme quelques mots en langue arabe sur certaines vitrines. Donc vous avez des tableaux avec des livres où la langue arabe est écrite à l'envers. Vous avez des tableaux où les shahids ont le drapeau algérien qui est inversé. Mais alors c'est des choses où il faut vraiment se poser et regarder le tableau pour le voir. Hein. Mais c'est pas c'est une aberration de plus. C'est l'Algérie, c'est comme ça. Bon, allez, on referme cet épisode pour filer tout de suite en musique avec le coup de cœur choisi par Tarek Mami cette semaine qui nous emmène en Syrie. Pourquoi cette chanson? Je m'attends au pire alors. Pourquoi cette chanson? Pourquoi Mourad? Les goûts, les coups de cœur et les goûts de Monsieur Mami. On s'en méfie. Là, tu fais un beat total, mon ami. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est toi qui fais du riz là. Bon, voilà. Non, mais je te laisse. Je te laisse à tes. Bon. Alors, Tarek, pourquoi cette chanson et quelle est cette chanson? Quel est le but de ce coup de cœur? Alors, cette chanson, comme nous tous, on écoute sur des vidéos, les copains, on voit, on entend par hasard. Et le titre, je connais moi la mélodie musicale syrienne du Cham, comme on dit. Le Cham étant dans l'histoire de cette région, c'est la totalité de la Syrie, une partie de l'Irak et le Liban. Et chez les Syriens, le Cham, en fait, c'est Damas. C'est pour éviter, comme à Tunis, en arabe, Tunis, la capitale, et Tunis, le pays, c'est le même mot. Et donc eux, ils ont Cham. Et quand j'ai écouté la sonorité et le titre s'appelle Je t'aime la Syrie, tu es à moi la Syrie. Je me suis dit, tiens, ça doit être encore une musique militante, une chanson militante, soit pour Bachar, soit contre Bachar. Et donc, j'ai écouté avec attention cette chanson en arabe, donc syrien, et j'ai trouvé que cette chanson, elle est belle, parce qu'en pleine guerre, elle n'est ni partisane, ni pro-régime, ni anti-régime, mais elle parle de la Syrie et des Syriens. Les patriotes, il dit, oh Syrie, tu me manques, l'exil m'a tué, quand est-ce que tu vas revenir la Syrie à moi et quand est-ce que je vais revenir à toi? Eh ben, le mieux, c'est d'écouter. Et j'ai trouvé, si tu veux, que c'était, dans une période de guerre, on prend toujours position pour l'un et pour l'autre, et quand on parle à tous, c'est extraordinaire. Musique, et dans un instant, Libertad, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et Mourad Goual, les gars, on est à l'antenne, hein. Voilà. Il est intenable, Monsieur Mami. Il parle tout le temps. Micro ouvert, micro fermé. C'est insupportable. 01 40 33 9000. C'est pour ça qu'il a changé de métier. Avant, il était avocat, il a changé de métier pour venir. Il faut demander une augmentation, Christophe. France Maghreb 2. Bonsoir, c'est Libertad. Bonsoir, c'est les auditeurs qui ont la parole là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur Mami. Bonsoir Monsieur Mourad. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, cher ami? C'est Ali de Palaiso. On vous écoute, cher Ali. Je vais interpeller Monsieur Mourad. La prochaine fois, Mourad, quand tu vas voir un marabout, explique-lui que le match il dure 90 minutes. J'ai pas compris, pardon. Ouais, en tout cas, c'était un bon match. T'as été voir un marabout, t'as dit que le match, qu'on va gagner 2-1.
Et j'y ai cru, il y avait 4 minutes de plus. Oui, mais tu lui as dit 90 minutes au marabout, il fallait lui dire 90 minutes. Non, je l'ai payé pour 90 minutes. Non, mais est-ce que vous avez compris? Sincèrement, pour Elle dit, attirer si sur vous ce aviez dit match-là, au, Mourad, si vous aviez dit au marabout que le match était de 95 minutes, il aurait rajouté quelque chose pour que vous gagniez. Oui, j'ai payé que 90 minutes. Oui, voilà. Donc, c'est normal, lui, il voyait sur 90 minutes, c'est pas 93 minutes. Excellent Ali, merci beaucoup. celle-là, elle est Merci bonne, Ali. Merci beaucoup Bonsoir, et bon Ali. week-end De Ali. rien, de rien. Et d'ailleurs n'oubliez pas, ce week-end on change d'heure messieurs. et on se retrouvera le 25 février pour le match retour PSG-OM Qu'on va gagner. Et un lit. à Paris. Ah, attention là, c'est notre affaire. Donc je disais, on change d'heure ce week-end. Oui, on Dans la dort. nuit de samedi à dimanche, on dort 1 heure de plus. Voilà. Parce qu'on va En tout reculer cas, nos pendulettes d'1 heure. Et moi, je travaille 1 heure de plus. Je suis content. Oui. Parce que France Maghreb 2, bonsoir. Parce que je l'adore pas. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Mourad et bonsoir à M. Tariq Mami. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom, pardon, j'ai pas entendu. C'est Abdelrahman de Paris. Abdelrahman de Paris, on vous Allez-y. écoute, c'est Abdelrahman. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport au ministre des Affaires étrangères algérien. Pour votre information, nous, on n'a pas de ministre en Algérie. On a juste des agents de communication, on a des exécutants. En fait, c'est un monsieur qui a exécuté l'ordre qui a été donné par certains politiques en Algérie. C'est un peu ce que disait Mourad tout à l'heure. L'intention du peuple, parce que l'Algérie, elle traverse une crise très très grave économique, sociale, identitaire. C'est très très grave pour l'Algérie. Donc c'est pour ça, pour détourner l'intention du peuple, parce qu'aujourd'hui on a une crise économique très très grave. Même les retraités de l'armée manifestent en Algérie. C'est pour la première fois depuis l'histoire de l'armée algérienne. Les retraités manifestent pour demander leurs droits. Donc c'est très très grave. Moi je demande au peuple de se réveiller, de prendre le pouvoir, parce qu'on en a marre de cette mafia qui est au sein de ce pouvoir et au sein des institutions d'Algérie. Merci Que Abdelrahman. Dieu vous entende. Merci beaucoup. Voilà, c'est un petit peu, vous rejoignez un petit peu les propos Ouais, tenus ouais. tout à l'heure Non, par mais, Mourad Gouad. non, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout le monde est aujourd'hui conscient que ce que la politique, Ça va la mal. classe politique algérienne va mal et qu'elle ne sert ni la génération qui arrive, qui est elle la vraie propriétaire du pays en définitive, ni l'image de l'Algérie, parce que l'image de l'Algérie des années 60, quand même, c'était le phare, c'était Tarek, tu as vu c'était la Mecque des révolutionnaires. le mois C'était dernier, la Mecque le mois dernier, on a reçu le premier ministre russe. Ouais. Ces images avec Bouteflika à Ouais. côté, mais j'avais honte. J'avais honte. Ouais, tout à J'avais fait. honte. Bon, 01 40 33 9000 bien sûr pour un petit dernier, une petite dernière pour cette semaine. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir, salam alaikum, c'est Méziane de la France. Oui, Méziane, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je voulais juste corroborer l'intervention du jeune homme ou du monsieur précédent. Ali, Oui. pas les autres. Ali, écoutez, l'Algérie est en mauvais passe. Non, c'est Ah Abdelrahman. non, c'est Abdelrahman, oui. Alex D'accord. Abdelrahman, l'Algérie est en très mauvais passe économique et politique. Bouteflika étant dans la situation que tout le monde connaît, donc il ne dirige plus rien. Et la mafia, bien entendu, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui existe depuis très longtemps, est en train de se préparer à sortir tout le pognon qu'ils ont piqué pour l'investir en Europe, en France. Donc il va falloir penser que s'il y a un recrudescence d'investissement de l'argent de la mafia en France, que la France est un peu complice. Méziane, merci. Alors, une petite chose peut-être, Christophe. Mercredi prochain, nous serons le 1er novembre. Oui, déclenchement de la révolution algérienne, enfin de la Voilà. guerre d'Algérie. Et voilà, 5 la guerre novembre, d'Algérie. ouais. Et donc nous en parlerons. 54. Voilà. Et donc nous en parlerons. La Toussaint Rouge, disaient les Français à l'époque. Donc nous en parlerons longuement la semaine prochaine, parce que ce que vit la Catalogne aujourd'hui, j'espère dans la paix et dans le respect des uns des autres, l'Algérie l'a vécu dans le sang. Et donc ce sont toujours des dates historiques qui nous marquent. Dernière chose, on a oublié le 15 octobre dernier de parler donc de la bataille ou de la guerre de Bizerte en Tunisie, qui va déclencher donc le départ de la dernière caserne française en Tunisie en 1961-62, et c'était un 15 octobre. Et en Tunisie, on appelle ça Eid el-Jala, c'est-à-dire la fête non pas de l'indépendance, mais de l'expulsion de l'occupant. Mourad Gouad, merci. Tarek Mami, Merci à toi, merci pour le Christophe. week-end. Vous allez Merci aux pouvoir auditeurs. dormir 1 heure de plus, ça va vous faire de bien. Et on se retrouve nous lundi à partir de 16h sur France Maghreb 2. Tiens, mardi, notez qu'on parlera de François Pupponi, ce député ex-maire de Sarcelles, qui a été Socialiste. condamné pour diffamation. Je crois que c'est une première qu'un député est condamné pour diffamation. Oui, mais Enfin, comme en tout cas, à l'origine d'un citoyen. voilà, et puis comme l'affaire vient d'avant le fait qu'il soit député, donc la justice d'immunité. continue son rôle. À lundi, 16h, on sera de retour évidemment en vous souhaitant un excellent week-end. Ciao, ciao. 18h sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité. En vous souhaitant un bon week-end encore une fois. C'est Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour.
bonjour à tous. Ça ne fait qu'évoluer en Espagne. Le Sénat espagnol vient d'autoriser la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution. Celui-ci permet au gouvernement de Mariano Rajoy d'administrer directement la Catalogne. Le Parlement de Barcelone a adopté quelques minutes avant une déclaration unilatérale d'indépendance. Elle s'est prononcée pour engager un processus constituant afin de séparer la Catalogne du reste de l'Espagne. Les députés du Parlement catalan ont voté en secret ce jour dans un hémicycle pratiquement vide. L'opposition l'avait quitté peu de temps avant. La motion d'indépendance a été adoptée à 70 voix pour, 10 voix contre et 2 votes blancs. Emmanuel Macron est en Guyane depuis hier. En déplacement à Cayenne, aujourd'hui, il a annoncé que l'augmentation des moyens de la sécurité prévue dans la collectivité d'outre-mer serait accélérée. Le déploiement des renforts à venir doit lui aussi être achevé plus vite que prévu. Il a précisé que 90 gendarmes seraient déployés sur le territoire dès 2018. La baisse de 5 € des APL aura bien lieu. Le Conseil d'État a rejeté ce jour le recours du collectif d'associations Vive l'APL contre cette réduction. La mesure, dénoncée par les associations comme une, je cite, économie sur le dos des plus pauvres, touche 6,5 millions de bénéficiaires depuis le 1er octobre. Et prudence si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard ou en Corse. Les préfectures prévoient un risque d'incendie élevé tout le week-end. Des vents violents sont attendus alors que ces zones sont toujours dans une sécheresse persistante. Dans le Gard, n'oubliez pas, l'emploi du feu est prohibé jusqu'au 30 novembre. Le rappeur Rof condamné alors qu'il avait violemment agressé en groupe des vendeurs de la boutique parisienne de son rival, le rappeur Booba. Rof a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison ferme. Et la Française Caroline Garcia a gagné son ticket pour les demi-finales du Master de tennis de Singapour après la victoire d'Elina Svitolina contre Simona Halep 6-3, 6-4 aujourd'hui. Aucune Française n'avait atteint ce stade depuis Amélie Mauresmo en 2006. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.